Alors oui, c'est vrai, ce sont des substances stupéfiantes, mais dans le sens où elles sont extraordinairement intéressantes. Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'on les ait mis dans les stupéfiants, c'est-à-dire quelque chose qui stupéfie la personne, c'est-à-dire qui la rend hébétée, qui la rétrécit en conscience, alors que ce sont des substances qui permettent des états élargis de conscience. Donc en fait, je me suis intéressé aux substances psychédéliques parce que je me suis intéressé aux différents états élargis de conscience, parce que tous mènent au même endroit, c'est-à-dire retrouver la nature originelle, la nature pure de notre conscience. Et en ce sens, tous les états élargis de conscience sont thérapeutiques. Parce que quand on est en état, excusez-moi, élargi de conscience, la petite part de conscience captée dans le petit moi s'ouvre et se connecte à des grands champs de conscience externes. Ça peut déjà sa propre âme, ça peut être des esprits pour les chamans, qui sont des champs en fait spécialisés, ontologiquement séparés et distincts de nos consciences à nous, mais bel et bien existants, ou bien des champs de mémoire, des archétypes, des symboles. Enfin, on s'ouvre à beaucoup de choses, à beaucoup de ressources en fait, qui sont apportées au petit moi et que le petit moi ne pouvait pas s'apporter à lui-même parce qu'il ne les contenait pas. Donc, c'est sûr que je me suis intéressé plutôt au départ aux états élargis de conscience. Alors, par hasard un peu, je dirais. Enfin, par hasard, j'ai un peu cherché, mais parce que j'avais été effectivement bien déformé dans l'optique matérialiste par mes études de médecine. J'avais été bien formé et déformé les deux à la fois par des études sur les statistiques appliquées à la recherche clinique, appliquées à l'épidémiologie. J'avais fait des certificats de neuroanatomie, de neurophysiologie, de pharmacologie, en plus de mes études de médecine. Hein. J'avais fait un DEA neurosciences, diplôme d'études approfondies. J'avais eu un contrat normalisé d'études pilotes pour travailler avec les patients psychotiques avec des modules d'entraînement d'habileté sociale et mesurés par des échelles de qualité de vie, d'efficience personnelle, etc. Enfin, j'avais fait tout un parcours scientifique en bonne et due forme. Et rien ne me destinait spécialement à m'intéresser à ces états-là de la conscience, à leurs ressources thérapeutiques. Et c'est en fait en commençant à me former à l'EMDR, parce que l'EMDR, ça m'a été présenté vraiment comme une technique très efficace, très pragmatique, très simple aussi, vu le très bon rapport efficacité sur simplicité. Beaucoup d'efficacité avec beaucoup de simplicité. Enfin, c'est pas un rapport, du coup, c'est un parallèle. Un parallèle. Et je me suis aperçu en faisant le MDR sur moi-même et avec les patients que ça m'aidait dans des états bizarres, entre guillemets, de conscience. En fait, des états ouverts de conscience, en fait, des états où survenaient des phénomènes qui n'étaient ni dus à la volonté, ni dus au raisonnement, ni dus à des consignes particulières, mais qui surgissaient du je ne sais où à l'époque pour venir transformer la personne. Et du coup, ces états-là, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de les reproduire en apprenant l'hypnose. Donc j'ai appris l'hypnose. Et au cours de l'hypnose, sont survenues des expériences spirituelles que je ne cherchais absolument pas. Dont l'une des plus frappantes, c'était une des premières journées d'hypnose. On se faisait des inductions mutuelles pour apprendre à le faire sur les patients plus tard. Et pendant toute une journée, j'étais accompagné. Alors, ça m'est tombé dessus, hein, par une sorte d'entité angélique, enfin, un chant d'une bonté, d'une blancheur, d'une lumière éclatante et aimante, hein, vraiment. Et alors, j'en revenais pas. Et en revenant chez moi le soir, un de mes chats, qui d'habitude est assez sauvage, enfin bon, il est plutôt indépendant, a passé une demi-heure, il a monté sur moi, il a mis sa patte sur mon cœur, comme ça il a ronronné une demi-heure. Il a changé de comportement complètement. Donc ça, c'est pas un phénomène placebo. Hein, c'est pas parce que je lui ai dit je vais faire de l'hypnose que mon chat s'est dit oh là là, oui, sûrement qu'il aura acquis les pouvoirs. Et... Tu vois, le chat, il réfléchit pas comme nous en tout cas. Il réfléchit pas comme nous. Donc là, ça m'a vraiment, c'est comme si c'était une validation externe, quoi, par le plus irréprochable des témoins, c'est-à-dire un chat qui n'a aucun intérêt à me faire plaisir. Tu vois. Et du coup, avec l'hypnose, donc je me suis intéressé du coup à l'hypnose spirituelle, l'hypnose humaniste de Didier Leckert. Et il parlait de chamanisme et de ressemblance entre les états élargis de conscience qu'il propose avec son hypnose humaniste et certaines transes chamaniques ou certains phénomènes d'expérience périmortelle, enfin d'expérience de mort imminente. Donc je me suis intéressé simultanément au chamanisme et à la prise des substances qui va avec, pas toujours, hein, parce qu'il y a des chamanismes sans substance, ils sont majoritaires, et en même temps donc l'autre branche qui était donc les expériences de mort imminente, qui sont aussi des états élargis de conscience, enfin spontanées, liées à la proximité de la mort ou de la peur de la mort en tout cas, mais une mort imminente, vécue ou fantasmée,
et, mais qui sont aussi d'extraordinaires élargissements de champ de conscience et qui ont aussi d'extraordinaires propriétés thérapeutiques, comme tous les états élargis de conscience. Et donc là, alors là, c'est tout un monde qui s'ouvre à moi. J'ai longuement exploré le chamanisme avec différentes formations, à droite à gauche, notamment toutes les formations de la Foundation for Shamanic Studies de Michael Harner ou celle de Nature, Conscience et Chamanisme de l'excellente Liliane van der Velde. Euh, plus des chamans qui sont même venus travailler à la maison ou chez qui je suis allé travailler, un voyage au Pérou, etc. Bref. Et, euh, et tout ça, ça m'a ouvert à une infinie de possibilités. Et donc, naturellement aussi, j'ai développé ce qu'on appelle la psychologie transpersonnelle, qui est une psychologie ou un modèle psychologique et un modèle du changement psychique qui inclut justement la spiritualité, les états élargis de conscience, enfin toutes les techniques corporelles et de transe. Et, euh, et donc, c'est vrai que du coup, ça a beaucoup modifié mon approche des choses, hein, mon orientation quant à quel est le but de la thérapie, qu'est-ce qu'on doit chercher à, à procurer à la personne comme expérience qui peut l'aider, beaucoup moins dans la tête, beaucoup plus dans l'intuition, hein, dans le ressenti. Du coup, je me suis formé aussi aux thérapies corporelles. Enfin, je me suis formé, j'ai fait une formation, oui, expérientielle, c'est où j'ai traité comme ça, mais aussi je me suis intéressé aux thérapies reichiennes, néo-reichiennes, à Gerda Boysen, au sacré qu'il y a dans le corps, donc au yoga, au qigong, la méditation. Enfin, c'était un peu une efflorescence hein, à un moment donné. Ouais, parce que quand quelque chose s'ouvre, un peu comme une boîte de Pandore, bah, tout sort avec, quoi. Et ça, c'était chouette. Enfin, c'était chouette. Je sais c'est un terme un peu trivial, mais c'est une très belle période, quoi. Parce que l'esprit est important dans la pratique d'esprit dans laquelle on le fait. Les sous-bassements id- idéologiques, enfin, je dirais pas dans philosophiques et, oui, d'autres approches, en fait, même s'ils sont pas dits, pas explicites, nous influencent beaucoup. C'est pas pareil de considérer que quelqu'un a une partie de sa conscience supérieure qui le guide ou qui est guidé et qui a un dessin particulier et que notre but sur Terre c'est d'apprendre l'amour, d'apprendre à s'aimer, à aimer les autres. C'est pas pareil de voir les choses sous cet angle, même si je le dis pas aux patients, hein, je leur fais pas la messe. Hein, je ne suis affilié à aucune église, aucune secte, aucun machin. Hein, simplement, j'ai constaté qu'effectivement la dimension spirituelle est une dimension essentielle chez l'homme. Mais bien sûr qu'elle est essentielle comme le sont les dimensions comportementales, affectives, cognitives. Il ne s'agit pas de vouloir refaire un clivage en privilégiant une chose plutôt qu'un autre. C'est intégratif, c'est holistique, évidemment. Bon, il y a des tas d'hypothèses là-dessus, hein, comme quoi ça a accéléré le développement cognitif de l'être humain, ça a augmenté ses capacités de langage, parce que quand il ramassait ça, qu'il l'expérimentait, parce qu'il essayait les plantes, à l'époque, il n'y avait pas de bouquin pour dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon, il fallait faire l'essai. Ils se sont justement rendus compte de l'importance des états élargis de conscience pour prédire là où pouvait se trouver le gibier, pour pouvoir anticiper certains dangers ou pour trouver des places sûres pour camper, enfin camper pour. Enfin, ils ont utilisé les capacités parapsychologiques des substances psychédéliques. Mais ce que je voulais dire, c'est pourquoi en fait c'est important dans l'humanité, les substances psychédéliques, ça a été important, je pense, parce que ça a offert à l'être humain un moyen rapide, facile et très souvent efficace pour atteindre des hauts niveaux de conscience élargie. C'est-à-dire pas besoin de faire 50 ans de méditation, des voyages où on va jeûner et méditer dans une grotte pendant je sais pas combien de mois. Alors, certes, donc c'est bien, mais du coup, ça implique les responsabilités qui vont avec un moyen sûr, rapide, efficace. C'est-à-dire, je vais donner une image de la voiture. Aller en voiture, c'est un moyen beaucoup plus rapide et efficace pour se déplacer d'une ville où vous habitez à une ville à 100 km où il y a vos enfants que vous voulez visiter que d'y aller à pied. Enfin, vous pouvez le faire à pied. Mais bon, vous ne le ferez pas 10 fois dans le mois non plus. Hein. Ou alors vous aimez ça, mais c'est autre chose. Donc on va plus vite, c'est plus efficace en voiture. Mais par contre, ça demande une formation, un entraînement, par accompagnement notamment au départ, beaucoup plus important que pour marcher. Marcher, il n'y a pas de permis de piéton. Bon, parfois peut-être il faudrait qu'il y en ait, mais non. Par contre, il y a des permis de conduire, dans lesquels on apprend le code de la route, dans lequel on est accompagné par un expert, enfin un aîné entre guillemets, qui nous apprend à éviter certaines erreurs.
met le pied sur le frein si jamais on va trop vite et que par maladresse, inadvertance, on risque de foncer dans quelqu'un hein, quand on est apprenti. Et ben c'est pareil pour les psychédéliques. C'est justement parce que c'est un moyen puissant et rapide qu'il faut absolument qu'il soit encadré. Que les premières expériences des gens se fassent avec des guides qui aient déjà l'expérience des psychédéliques, qui connaissent les réactions des gens dans ces cas-là, qui aient quelques techniques, méthodes d'intervention pour pas qu'il y ait de panique et pas qu'il y ait comme on dit, d'expériences difficiles ou de bad trip, même si elles sont à la fin profitables parce que les gens apprennent des choses dedans. Bon, comme en psychothérapie, quand on passe par un passage difficile, c'est pas grave, mais n'empêche que c'est souvent très utile. C'est pas ce qu'on recherche, mais quand même, il faut y aller des fois. Bref. Mais donc, pour les psychédéliques, justement, c'est parce que c'est puissant qu'il faut les manier avec doigté, expertise et connaissance. Donc, effectivement, elles sont utilisées dans un cadre clinique actuellement, c'est-à-dire bien protégé, avec des doses connues, avec une substance qui est connue et qui n'est pas mélangée à d'autres, avec une préparation avant, souvent par la psychothérapie, un accompagnement pendant la séance, et séances de suivi et d'intégration après. Mais l'idée, ça serait aussi et donc du coup, elles vont conduire, parce qu'elles ont montré vraiment leur efficacité dans la pathologie, hein, on va détailler ça si vous voulez, mais on se tutoie si tu veux, Christophe, oui, d'accord. Si tu veux. Donc, ce qui est important aussi, c'est tout de suite de mettre l'accent sur le fait qu'elles peuvent être très utiles au développement spirituel de personnes non malades. Pourquoi attendre? Pourquoi faudrait-il attendre ou avoir l'excuse, entre guillemets, d'être malade pour développer sa conscience? Non, c'est un droit qui doit être inaliénable et constitutionnel pour chaque citoyen d'explorer sa conscience si, bien sûr, il ne met pas en danger les autres. Hein, il ne s'agit pas de faire comme certaines personnes qui boivent de l'alcool au volant et puis qui vont trop vite, ils créent des accidents. Mais les psychédéliques ne sont pas des drogues. L'alcool peut être une drogue parce qu'elle crée une dépendance, elle rétrécit la conscience, il y a une habituation. Les psychédéliques ne créent pas de dépendance, au contraire, ils traitent des dépendances. Ils traitent des dépendances à la nicotine, à l'alcool, à l'héroïne, aux amphétamines, à la cocaïne. Donc, ils ne créent pas de dépendance. Il n'y a pas d'overdose, on peut jamais mourir d'une overdose de psychédéliques. Non, si on devait traiter les voitures comme on traite les psychédéliques, c'est-à-dire dès qu'il y a un accident, oh là là, gros titre dans les journaux, c'est un scandale, on laisse les gens utiliser les voitures, mais que font les pouvoirs publics? Où est notre jeunesse en danger? On ne devrait jamais leur laisser conduire un véhicule, etc. Ben, il n'y aurait plus de voiture. Hein. Mais la voiture, c'est un outil qui est très bien pour la productivité, pour se déplacer pour aller au travail, pour faire tout ce qu'un citoyen doit faire. Donc là, on ne va pas y toucher. Par contre, les psychédéliques, c'est censé ne rien apporter à la société, ce qui est totalement faux. S'il y avait une prise globale, encadrée, comme dans les civilisations anciennes, où il y avait plein d'elders, des anciens, qui encadraient les nouveaux, qui leur apportaient leur savoir-faire, leur savoir-vivre, pour que ça soit un passage initiatique de mort-renaissance, presque symbolique, lié à la substance, ça changerait beaucoup nos sociétés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent elles sont interdites, parce que la société, on va dire, réactionnaire, excusez-moi, je ne suis pas de politique, mais c'est comme ça que ça se passe, capitaliste ou néolibérale, a souvent vu, dans les psychédéliques et dans les changements de la conscience des citoyens, l'élargissement, l'éclaircissement de la conscience des citoyens qui voyaient ce qui se passait derrière le rideau et comment on cherchait à les manipuler, leur faire consommer des choses et leur faire oublier l'essentiel, notamment la coopération, la solidarité, au profit de la concurrence, la compétition, l'homme est à l'homme. Bref, ils se sont aperçus que c'était vraiment, oui, quand on dit que le LSD est un acide, ce sont des acides, quoi. Ça ronge les conditionnements sociétaux et donc ça permet aux gens de se dire non, on peut développer une résilience, une autonomie, une indépendance, une réflexion profonde sur la nature des relations humaines ou ce qu'est l'homme et qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous propose au niveau politique. Donc quand dans les années 70 aux États-Unis, quand il s'agissait d'aller faire la guerre du Vietnam, de faire marcher l'industrie, aux années Reagan, Thatcher, c'est-à-dire, c'était vraiment là, il n'y a pas de société, hein, des individus isolés, disait Thatcher, il n'y a pas de raison de croire dans le fait que l'homme aide l'homme ou l'homme aime l'homme, hein, c'est chacun pour soi, c'est le plus fort qui triomphe. Darwinisme spencerien, quoi. Donc, dans ces années-là, quand il s'agissait d'aller faire la guerre au Vietnam, quand il s'agissait de limiter l'expansion de certaines communautés, genre le féminisme, genre les Amérindiens, genre tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le courant mainstream, le psychédélique était un vrai danger. Et c'est pour ça que Timothy Leary, qui prônait l'utilisation des psychédéliques à cette époque-là, a été classé l'homme le plus dangereux des États-Unis. Alors que c'était un type qui souriait tout le temps, qui cherchait uniquement une chose, c'est développer la spiritualité chez les gens, quoi. Avec une générosité
Peut-être une naïveté, bien sûr qu'il est allé trop fort. Les grands intellectuels comme Aldous Huxley notamment lui ont reproché en disant mais ça peut pas être pour tout le monde, il faut que ce soit pour une élite, les gens comprendront pas, ils feront n'importe quoi, puis du coup ça sera interdit. Ce qui s'est passé, parce que ça a été vraiment trop dans un sens. À un moment donné. Trop d'ouverture sans régulation. De toute façon, tous les phénomènes humains, il faut qu'ils soient en partie un peu libres, parce que s'ils sont complètement codifiés, contrôlés, bah, ça va pas. C'est pas la nature des phénomènes humains. Il faut de la fluidité, de la spontanéité, de la découverte. Mais il faut qu'ils soient aussi un peu régulés. Sinon, quand ils sont pas régulés, il y en a qui abusent. Quoi que ce soit. Bah, ça pourrait mettre en danger quand soit les gens ont des gros problèmes psychologiques non réglés, des gros paquets émotionnels qui vont surgir lors de la séance de psychédélique, parce que ça favorise le ressurgissement de la conscience, non, enfin de la conscience auquel on ne fait pas attention habituellement, qui n'est pas l'objet de notre attention habituellement. Mais c'est des processus conscients quand même, par nature. Bref, ça fait sortir d'autres inconscients personnels, voire transgénérationnels, voir l'inconscient collectif, plus tous les phénomènes liés au champ externe de conscience, c'est-à-dire les esprits, etc., les expériences paranormales, plus l'expérience spirituelle de l'ego qui se dissout et qui se fond au grand tout, à la grande conscience. Tout ça, c'est pas rien. Donc, si on n'a pas fait un petit travail pour débarrasser certains gros paquets émotionnels, certains traumatismes émotionnels, on va avoir peur de regarder en façade, de se laisser traverser par tout ça. Ça peut créer une panique. Donc ça, c'est quand même bien à travailler sur soi. Surtout pas être psychotique ou pré-psychotique, surtout si on a des gens dans la famille qui sont psychotiques. Ça pourrait déclencher un accès. Donc je recommande pas. En tout cas, ça serait une approche très spécialisée de très peu de gens qui sont quand même accompagnés dans ce cas-là. Mais bref. Mais il faut aussi des gens qui aient l'habitude de travailler sur le corps, l'énergétique du corps, la conscience du corps. C'est pour ça que je parlais de yoga, qigong, tantra, tai chi, c'est-à-dire où on a l'habitude de laisser circuler l'énergie, de ne pas la retenir, de ne pas la fixer, parce que sinon les psychédéliques, c'est des forts non pas ouverteurs, c'est des forts introducteurs d'énergie. C'est comme si on était fait pour se brancher sur 220 puis que c'est du 1000 volts. Tout d'un coup, ça fait beaucoup à laisser rentrer et intégrer. Donc ça peut être douloureux à ce niveau-là. Donc il faut avoir l'habitude de travailler avec l'énergie, la respiration, des mouvements pour faire circuler, fluidifier, etc. C'est bien aussi d'avoir connu d'autres états modifiés de conscience pour pas être trop surpris. C'est-à-dire par exemple d'avoir fait un peu d'hypnose, un peu de MDR, enfin différents voyages, ou un peu de chamanisme sans substance, pour avoir l'habitude d'imagination active de Jung, ou de réveil dirigé des soins, enfin peu importe, avoir l'habitude de un peu naviguer dans ces eaux-là, voilà. Puis quand on respecte un peu ça, alors, autre précaution bien sûr, ne prendre que des substances pures, dont on connaît le grammage ou le microgrammage, précisément pour pas trop en prendre. Bien sûr, pas mélanger avec de l'alcool ou avec d'autres stupéfiants comme, je sais pas, du cannabis ou qui pour moi n'est pas vraiment. Alors ça se discute, hein, ça, qui n'est encore pas vraiment à classer dans les psychédéliques. Il est entre drogue et psychédélique. Bon, bref, c'est d'usage délicat quand même. Mais moi, je mets pas ça dans les bouquins, j'en parle pas. Euh, donc, pas mélanger à d'autres choses, pas en mauvaise compagnie, c'est-à-dire pas justement avec des gens agités, violents ou anxieux ou qui ont bu de l'alcool justement et puis qui mettent la musique à fond, de la mauvaise musique, etc. Pas dehors ou en conduisant, c'est-à-dire sans protection, donc dans un petit cocon sécurisé avec puis agréable et confortable, avec de la bonne musique, avec des encens, pourquoi pas, avec quelque chose, des tableaux, des œuvres d'art, des choses qui peuvent permettre justement, quand on est dans un état de moitié de conscience, de communier avec la beauté et l'harmonie qu'il y a dans ces œuvres-là, avec des fleurs, avec peu importe. Donc on risque pas d'être dérangé, donc avec un accompagnateur toujours, un sitter. Voilà. Quelqu'un qui peut bien sûr intervenir si par exemple quelqu'un sonne à votre porte, c'est pas vous qui allez y aller dans ce cas-là, il faut que ça sonne. Si vous avez besoin de boire et puis que vous pouvez pas tellement bouger parce que vous avez un peu de perte d'équilibre, quelqu'un qui vous apporte à boire, mais surtout quelqu'un qui vous rappelle que t'inquiète pas, ça va pas durer. Tu traverses une phase, il y a une substance que tu as prise, je te le rappelle, et si tu veux, tiens, je peux te faire un massage, si tu veux, je peux t'aider à respirer. Respire comme ça, tiens, concentre-toi là-dessus, tu vas voir, ça va t'aider, ou raconte-moi, ou laisse-toi aller, enfin, peu importe, quelqu'un qui soit capable de donner les consignes claires pour poursuivre le voyage sans encombre, sans se rester fixé et bouclé à l'intérieur d'un circuit obsessionnel qui va faire une mauvaise expérience, qu'on appelle bad trip. Mais c'est rare, hein. Bien sûr que la psilocybine fait partie d'un groupe, notamment avec la DMT, la ayahuasca, de substances qui agissent sur les récepteurs à sérotonine. Bon. Mais il y a d'autres psychédéliques comme la kétamine ou la sauge divinatoire qui agissent sur d'autres récepteurs et qui sont tout aussi efficaces pour induire des états élargis de conscience qui sont tout autant thérapeutiques que les substances sérotoninergiques comme la psilocybine et l'ayahuasca. Parce que c'est nous qui séparons les choses. Mais en réalité, le vaste groupe des psychédéliques aboutit à un tronc final commun
qui sont les propriétés thérapeutiques des états élargis de conscience. Hein, faut le savoir. Donc tous peuvent diminuer la dépression, agir sur les addictions, réduire le trouble post-traumatique, traiter en thérapie de couple des difficultés conjugales, etc., etc., agir sur des douleurs diverses et variées, agir pour diminuer la détresse anxio-dépressive en fin de vie, pour permettre la transition avec la mort, etc. Donc là, les gens se jettent beaucoup sur la psilocybine en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est une substance qu'il est facile de synthétiser, parce que c'est une substance qui permet des expériences de 4 à 6 heures, donc plus gérable que le LSD, par exemple, qui dure 10 à 12 heures, ou moins puissante quand même que l'iboga ou l'ayahuasca, qui demandent des chamans expérimentés. Là, par contre, on travaille avec. Donc c'est pour ça qu'on se concentre sur la psilocybine, mais toutes les recherches et tous les résultats des recherches qui vont être dits pour les champignons à psilocybine, enfin la psilocybine dans les champignons, il faut que l'auditeur sache que ça va être bon pour les autres substances. Il pourra les généraliser. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, on va dire, c'est ce que Aldous Huxley avait dit, il y a une valve de réduction. Bergson disait qu'il y a justement un filtre. C'est-à-dire que notre cerveau filtre les données de la conscience pour pas qu'on soit envahi, débordé par tout ce que sinon, si prenant en compte tout ce qui arrive par les organes d'essence, tout ce qui arrive par la conscience, on serait complètement confus, on saurait plus où aller, quoi choisir. Pour s'adapter sur le plan terrestre, il faut prendre des directions, des décisions, sélectionner les données, en évacuer d'autres. Donc, on a un système de filtre. Et ce système de filtre, il est justement sensible aux psychédéliques. Que ce soit les psychiques qui agissent sur les récepteurs acétamine ou sur les autres récepteurs. Ce système de filtre, on l'a aussi appelé Carartaris, qui est un Anglais comme ça, qui a fait un modèle de justement cet ego avec des boucles de réverbération, de réflexion autour de soi, de son passé, de son futur, qui nous accapare, qui justement canalise l'information au profit de cette petite structure. Il appelle ça le réseau mode par défaut. C'est un ensemble de nerfs cérébrales interconnectés qui ont un rôle hiérarchique et qui inhibent les autres aires cérébrales. Et les psychédéliques, en fait, vont agir sur cette zone inhibitrice du cerveau. Donc, ils vont inhiber l'inhibiteur. Donc, en fait, ils vont libérer le fonctionnement. Mais aussi, ils vont enlever les filtres. Et le petit champ de la conscience individuelle va pouvoir se connecter et se lier à des grands champs de conscience qui lui apportent de l'information. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on va stimuler directement des neurones que ces neurones-là, les pauvres qui ont pas beaucoup de cerveau quand même par rapport vont créer des expériences aussi spectaculaires, aussi intelligentes, aussi harmonieuses, aussi belles, aussi durables dans leur effet positif que sont les expériences des états élargis de conscience. C'est pas les neurones. Simplement, quand on ralentit la partie inhibitrice, ça connecte la petite conscience individuelle qui était encapsulée, qui était entrappée dans justement la boucle de réverbération des réflexions de l'ego. Ça la libère pour qu'elle se connecte à d'autres champs de conscience. Et c'est cette connexion des champs de conscience qui apporte de l'énergie, de l'information, des vibrations, qui va secondairement stimuler d'autres neurones. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que les matérialistes, ils proposent un modèle en 2 temps. Un, on inhibe l'inhibiteur, donc on libère le fonctionnement. Et 2, du coup, les neurones qui sont libérés dans leur fonctionnement vont se mettre en réseau et vont produire des expériences, des pensées, des émotions et tout. Non, les neurones ne peuvent pas produire. C'est ce qu'on appelle le hard problem de la conscience. Le cerveau ne produit pas la conscience. La matière ne peut pas produire la conscience. La conscience vient de champ de conscience qui interagit avec la matière, qui préfigure l'organisation de la matière. Bref, donc le modèle est en 3 temps. C'est pas j'enlève l'inhibiteur, du coup il y a une neurone qui s'excite et ça crée l'expérience. 3 temps, c'est j'enlève l'inhibiteur, on se connecte à des champs de conscience et ces champs de conscience amènent des informations qui secondairement stimulent des neurones parce que les neurones répondent à la conscience. Quand on dit c'est telle zone du cerveau qui crée telle expérience cognitive, parce que quand on pense à ça, ça s'allume telle aire du cerveau dans les études, quand on fait des études d'imagerie cérébrale. Ça ne veut pas dire que c'est l'aire du cerveau qui a créé l'expérience. C'est plutôt l'intention de l'expérience cognitive, de l'utilisation de certaines capacités mentales, qui va utiliser le cerveau et faire fonctionner ces aires qui s'allument quand on regarde des radios. Elles sont reproduites partout. Tout le monde annonce en chœur le modèle matérialiste de Carartaris, disant, voilà, du coup, et Carartaris, il utilise une expression, il dit c'est comme une boule de neige, une boule en blanc, une boule en verre avec de la neige dedans. En fait, les psychédéliques, c'est comme si, hop, on retourne la boule, et après, poum, ça se redépose. On fait du chaos, et du chaos va naître l'ordre. Non, je suis désolé, en physique, on sait très bien que du chaos, de l'entropie, naît de l'entropie, jamais de la négantropie. Il faut qu'il y ait un principe intelligent, organisateur et informatif qui utilise le chaos pour recréer des structures nouvelles. Or, ce mécanisme intelligent, il n'est pas dans les neurones.
l'architecte n'est pas dans l'ADN, l'intelligence n'est pas dans les neurones. Les neurones, avec leurs petits bras musclés, vont pas créer des choses qu'ils n'ont jamais connues, qu'ils n'ont jamais mémorisées. C'est impossible. Non, c'est un modèle qui tient pas debout parce que quand on introduit le chaos, certes, il va de nouveau y avoir de l'ordre. C'est cette fameuse figure que tu vois dans tous les livres où on voit plein de connexions nouvelles. Mais ces connexions, c'est pas les neurones qu'ils ont créées intelligemment. C'est les champs de conscience qui ont utilisé le cerveau en l'ordonnant ainsi pour pouvoir le vivre. Hein, on dit le cerveau ne crée pas la conscience, c'est un poste émetteur-récepteur pour la conscience. La conscience se sert du cerveau pour interagir avec la réalité ordinaire. D'ailleurs, dans les expériences de mort imminente, où le cerveau ne réagit plus, électroencéphalogramme plat, donc activité électrique du cerveau réduite à néant, quasiment, électrocardiogramme plat, plus de cœur qui fonctionne, plus de respiration, et ben c'est là que les gens ont des performances cognitives les plus élevées dans les expériences de mort imminente. Donc on voit bien là que c'est pas le cerveau qui crée la conscience. Sinon, quand le cerveau est complètement à l'arrêt, la conscience devrait l'être au moins diminuée. Et non, elle est augmentée. Donc il y a bien un rôle inhibiteur du cerveau pour la conscience et que les psychédéliques agissent sur cet inhibiteur. Voilà, c'est important à le savoir parce que sinon, on va nous faire croire que bon, bah, tout ce qu'on voit, toutes les visions, toutes les compréhensions qu'on a avec les psychédéliques, c'est uniquement un phénomène chimique. Il n'y a absolument pas de spiritualité, il n'y a absolument pas de champ de conscience externe. D'ailleurs, Caractaris dit bien ça, il insiste bien en tant que bon matérialiste. Il n'y a pas de champ de conscience externe puisque c'est tout biologique. Et les expériences de mort imminente, c'est pareil, c'est sûrement des psychédéliques endogènes sécrétés par le cerveau qui, par leur action biologique, créent donc des hallucinations qui ne sont pas vraies, qui ne sont donc pas essentielles. Vous voyez, c'est le même combat hein, d'arrière-garde des matérialistes pour discréditer l'impact spirituel et l'aspect conscientiel des expériences de mort imminente comme celles des psychédéliques. Donc moi, vraiment, j'essaie d'attirer l'attention du public là parce que ça ne sera pas que des médicaments à utiliser de façon médicale et biologique. C'est-à-dire, c'est pas des médicaments qu'on prend passivement puis on attend l'effet. C'est pas la substance et la biologie qui fait l'effet, c'est l'expérience qu'on vit qui fait l'effet transformateur qui va être ensuite durable et intense. Et les études le montrent. Quand dans les études de psychédéliques, il y a des gens qui vivent des phénomènes spirituels, des phénomènes mystiques, eh ben, il y a de meilleurs résultats au niveau de la durée et de l'intensité de l'effet thérapeutique, que ce soit pour des dépressions ou pour des addictions. Hein. Donc, c'est l'expérience mystique ou spirituelle qui soigne plus que la biologie. Il faut absolument le savoir, ça. Voilà. Donc, si cette vidéo peut avoir de redresser le tir à ce niveau-là, parce qu'en plus, ça va aussi jouer sur pour qui on va donner, à qui on va donner le droit d'utiliser ces substances, pour qui on va créer un cadre légal ainsi que des bonnes pratiques bien encadrées. Si on pense que c'est uniquement biologique, que pour traiter des maladies mentales, bon, on va dire, tiens, le développement personnel, vous pouvez toujours attendre, vous n'aurez pas le droit de l'utiliser, ce ne sera pas légal et vous n'aurez pas des structures, des centres de développement spirituel accompagnés de différentes techniques, etc. Parce que ça sert à rien, parce que c'est de la fumisterie, c'est biologique, soyez déjà bien content quand vous traitez votre dépression, sans prendre le sens, etc. Non, attention, ce sont des substances à un potentiel, qui ont des potentiels très intéressants, il ne faut sûrement pas les mutiler, les limiter en les réduisant dans un modèle biologique. Alors, au départ, c'était Timothy Leary qui avait fait ça avec Ralph Messner. C'est lui qui premier a introduit le set and setting, c'est-à-dire le dispositif et la disposition. La disposition, c'est le set. La disposition, c'est dans quel état d'esprit, dans quelle humeur, avec quelle attente, quelle motivation, quel désir, quel degré de préparation est celui qui va recevoir le psychédélique. Ça, c'est la disposition, le set. Et puis, il y a le setting, qui est le cadre extérieur ou culturel. C'est-à-dire dans quel lieu, accompagné de qui, comme je disais, il faut qu'il y ait de la musique, des encens, des beaux objets, etc., etc., accompagné par un bon guide. Et puis la culture aussi qui fait partie du dispositif, c'est-à-dire du cadre. Si la culture rejette ces substances, les pénalise, les interdit, ou envoie des substances, voit en elles des substances qui rendent fou ou qui sont sans utilité, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui le prend dans un cadre où la culture valorise ça, voit ça comme une initiation, encadrée, même la famille participe. Et quand quand la personne revient chez elle, ils sont là empathiques. Oh là là, c'est bien, t'as fait une belle expérience. Et non pas, qu'est-ce que t'as fait, t'es fou. On a perdu un savoir. Et c'est bien que les thérapeutes qui vont un jour encadrer ces thérapies, parce que je tiens à le rappeler, même si j'ai l'air d'en faire l'apologie, et si je donne des moyens, je parle des choses pratiques qui accompagnent, je ne dis pas aux gens, dans notre pays, en France, d'en prendre. Attention, hein, parce que c'est interdit. Ça, je tiens à le redire. Mais par contre, effectivement,
comme ces substances ont une efficacité maintenant reconnue clinique et que dans 2 ou 3 ans, elles risquent d'être acceptées sur ordonnance aux États-Unis, en Grande-Bretagne notamment, la kétamine pour les dépressions résistantes, les champignons à psilocybine pour les dépressions résistantes, l'ecstasy pour les troubles post-traumatiques, etc. Il y a comme 2 ou 3 indications qui maintenant font l'objet d'études de phase 3. Les études de phase 3, c'est des études pharmacologiques juste avant justement l'autorisation de mise sur le marché. Donc on en est à un stade qui précède de peu l'autorisation de mise sur le marché. Donc il va falloir des thérapeutes qui accompagnent. Et ces thérapeutes, eux aussi, il faudra qu'ils aient l'habitude d'avoir vécu eux-mêmes des états élargis de conscience avec et sans psychédéliques. Il faudra qu'ils connaissent tous les grands symboles, les grands mythes, parce que c'est ça qui surgit lors de certaines phases d'état élargi de conscience. Les gens revivent les grands symboles universels de l'inconscient collectif, donc il faut être formé à ça. Il faut qu'ils aient aussi des capacités chamaniques, parce que le chamanisme, c'est quand même la première, la plus expérimentée et la plus ancienne technique de ce qu'on appelle les techniques de l'extase, de l'accompagnement sacré de ces substances. Il faut donc des gens aussi qui aient l'habitude des phénomènes parapsychologiques, qui n'en aient pas peur, qui les connaissent. Donc ce sont des thérapeutes spécialisés qui vont accompagner les patients pour bénéficier justement entièrement du potentiel de ces substances. Alors, il y a des thérapeutes préparés en France. Ce sont ce qu'on appelle les psychothérapeutes transpersonnels. Parce que justement, eux connaissent et cultivent tous ces domaines que je viens de citer chez un thérapeute qui serait un bon guide. Donc, les psychothérapeutes transpersonnels en France seront des gens, un vivier, un réservoir de thérapeutes dans lequel on pourra les puiser le jour où ça sera légal. Et la psychothérapie transpersonnelle, ben, c'est surtout, c'est Jung qui a été un des précurseurs, Maslow, et puis, bien sûr, Stanislav Grof, le père, le pionnier, qui a beaucoup étudié la psychologie transpersonnelle, avec ou sans substance à lui. Puisqu'après, quand le LSD est interdit, il a développé une méthode qui s'appelle la respiration holotropique, qui permet d'obtenir aussi des grands états élargis de conscience comme avec le LSD, mais sans LSD. Donc, il est il est encore vivant, il a écrit beaucoup de livres, Stanislav Grof, et qui sont tous très intéressants à lire, et qui donnaient lieu à l'école de psychothérapie transpersonnelle. En France, il y a par exemple l'IRET, I-R-E-D-T, mais je ne sais plus si elle s'appelle comme ça ou si elle a changé de nom maintenant. Et puis, en France, il y a aussi l'INRES. Alors, c'est pas une école de formation aux thérapeutes, l'INRES avec l'art inexploré, mais c'est une école, c'est pas une école, je veux dire, c'est un groupe, une association, oui, un groupe d'études, on pourrait dire un groupe d'études, qui réunit plein de chercheurs dans ces domaines-là, la spiritualité, le transpersonnel, et qui publie des textes, et qui permet le dialogue. Il y a même des groupes de gens qui ont vécu des expériences psychédéliques difficiles, qui peuvent contacter l'INRES pour discuter entre eux, etc. Oui, alors le microdosage, c'est bien, mais en même temps, je suis réticent. Pourquoi? Parce que c'est comme utiliser les psychédéliques comme des médicaments du petit moi, c'est-à-dire encore pour augmenter les performances. On n'est plus là dans le spirituel, mais on est dans les capacités de travail, de créativité, etc. Plus joyeux. Ça fait un peu, enfin, c'est pas trahir l'esprit de ces substances, mais bon, je vais essayer de pas être trop puriste, trop vrai. Mais voilà, bah oui, parce que c'est partout les gens qui veulent produire, hein. Ça rentre dans le modèle capitaliste, alors bon, j'aime moins, quoi. Mais ce que je veux dire, je vais essayer d'être plutôt neutre là-dessus. Le microdosage, c'est quoi? C'est qu'on prend une substance psychédélique à 1/10 seulement, ou 1/20 même de sa dose habituellement psychédélique. Par exemple, le LSD, quand la dose psychédélique est entre 100 et 300 microgrammes, bah, tu prends 10 microgrammes, par exemple. Bon. Et normalement, dans le protocole de Jens Fadiman, mais il donne un chiffre précis, c'est tous les 4 jours. On prend une dose, et ensuite on passe donc 3 jours sans reprendre de dose. Et ensuite on en reprend une, et 3 jours sans prendre de dose. Donc c'est un dosage intermittent. Et c'est un dosage qui permet de presque ne pas sentir qu'on a pris quelque chose. C'est-à-dire, ça doit pas changer l'état de conscience au point d'interférer avec les tâches de la vie quotidienne. Mais alors, ça a été décrit comme élevant l'humeur, élevant le niveau d'énergie corporelle, rendant plus créatif, plus concentré, donc plus efficace au travail, mais aussi comme rendant moins agressif, un peu plus empathique vis-à-vis des autres, comme si on pratiquait la méditation, que notre conscience de l'ici et maintenant au quotidien se développe un peu. Donc ça peut même améliorer des relations. Et il y a une dame dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle, ah bah tiens, je l'ai là, qui s'appelait Ayelet Waldman, qui a écrit A Really Good Day. Et elle montrait comment, dans son livre,
comment son mariage était en danger parce qu'elle avait une humeur exécrable avec elle, son mari, ses enfants, et comment la pratique du microdosage, qu'elle a d'ailleurs pratiqué en communiquant avec Fadiman, en lui demandant si elle faisait bien, etc., en lui envoyant les notes de ce qu'elle avait vécu, et ben c'est vrai qu'elle montre que ça peut avoir, c'est pour ça que je suis moins sévère, ça peut avoir un petit aspect spirituel quand même, hein, puisque ça élargit la conscience au quotidien. Pas de façon psychédélique, mais de façon à être un peu plus ouvert sur soi, sur les autres. Donc, je peux pas proposer, mais il faut faire attention que les psychiques soient pas, comment on appelle ça, réduits à ça, quoi. Qu'ils soient pas objectivés, pas objectivés, mais neutralisés en faisant des agrandisseurs du petit moi, alors qu'en fait, c'est des, pas des agrandisseurs, mais des substances qui permettent d'aller au-delà du petit moi, qui permettent de traverser et de se relier à autre chose que le petit moi. Voilà. Alors, c'est connu à dose psychédélique, hein. Il y a d'ailleurs les champignons à psilocybine et le LSD qui avaient été préconisés par des groupes de consommateurs qui avaient essayé de faire pression sur justement le législateur aux États-Unis parce qu'il y avait ce qu'on appelait une maladie qui est très très douloureuse, ça s'appelle des douleurs suicidogènes. Il y a des gens qui ont envie de se jeter par la fenêtre. C'est les algies vasculaires de la face, les névralgies, je sais pas si c'est parce que... Oui, c'est ça. Oui. Et comme ils disent, par exemple, les gens disent, c'est comme si il y avait quelqu'un qui mettait un mégot dans l'œil puis qui l'enfonçait, quoi. Un mégot, une cigarette, etc. Enfin, comme si on arrachait une partie du visage. Enfin, c'est très, et il s'est trouvé que pour ces douleurs-là, les algies vasculaires de la face, et ben, le LSD et la psilocybine permettaient de réduire grandement l'épisode, d'en diminuer l'intensité et de réduire la fréquence des rechutes. Or, pour ces gens qui avaient tout essayé, les antidouleurs ne marchaient absolument pas ou très peu, et c'était horrible. Pour eux, quand ils ont vu ça, ils n'ont pas hésité, hein, ils ont préféré se mettre hors la loi, mais ils ont surtout préféré dire ah non, on va pas rester hors la loi longtemps. C'est hors de question, puisque on n'y peut rien, on a des douleurs incroyables et que rien ne soulage. On prend pas, on n'est pas des putistes pour autant. Donc ils ont fait appel à un scientifique, des scientifiques et qui ont testé avec eux l'efficacité, et ensuite ils ont fait pression sur le pouvoir public. Donc oui, il y a aussi les douleurs, bien entendu, qui sont importantes à prendre en compte et qui sont diminuées effectivement avec le microdosage, tout à fait. Et il y a des gens qui disent ça me fait un plus grand effet qu'un antidépresseur, par exemple. Or, un antidépresseur, on le prend tous les jours et là, ou parfois même plusieurs fois par jour, et là, et pendant des mois et des mois, alors que là, il se trouve que, notamment dans les études de Fadiman ou le livre que j'ai montré là de Islet One, eh bien, on prend ça un mois, puis ensuite on s'arrête. Ou alors on prend ça 3 mois et ensuite on s'arrête. C'est-à-dire qu'on est censé prendre toute la vie et ça montre parfois des effets durables. Voilà. Les gouvernements s'en foutent de ce que disent les scientifiques. Il faut bien savoir une chose. Nous, en France, il y a quelques essais qui se font avec l'eskétamine, c'est-à-dire un dérivé, une forme particulière, un énantiomère particulier de la kétamine, le Spravato, quoi, par la boîte en Janssen, pour les dépressions résistantes aux dépresseurs. Il y a aussi des essais dans certains hôpitaux de la psilocybine pour la dépression, parisien. Et puis aussi, il y a des cliniques qui utilisent la kétamine pour les fibromyalgies. Bon, ça s'ouvre un peu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes politiques n'en ont rien à faire des recherches scientifiques. Parce qu'à l'époque où ils ont interdit le LSD ou toutes les substances, dans les années 70, il y avait beaucoup d'études scientifiques qui montraient l'efficacité, la bonne tolérance, la sécurité d'utilisation. Il y avait beaucoup. Ça n'a rien changé. Quand le Sénat américain, la commission, a demandé à voir les thérapeutes psychédéliques à l'époque, qui leur ont tous dit non, on est médecin, on est psychologue, on a des super résultats, ne les interdisez pas, c'est parce qu'il y a des abus. Ils ont quand même interdit. Les hommes politiques, ce qu'ils veulent, c'est la tranquillité. La tranquillité des pères et mères de famille, de leurs électeurs, qui leur diront attention, nos jeunes sont en danger. Et c'est toujours plus payant de faire peur aux gens, de dire il y a des terroristes, il y a le Covid, il y a les psychédéliques, et de divertir l'attention des gens vers des dangers comme ça, et grâce à la peur, on contrôle et on maîtrise les gens, que de dire la vérité scientifique. Parce que si on suivait la vérité scientifique, il n'y a pas besoin de faire d'études. Elles sont déjà toutes faites. C'est un peu comme les gens qui disent à propos des expériences de mort imminente, qui montrent bien que la conscience indépendante du cerveau, puis qu'il y a autre chose, quoi. Ils disent ah oui, non mais c'est pas suffisant pour moi parce que il faudrait prouver ça et ça. Bon, on dit pour les sceptiques, aucune preuve n'est suffisante, et pour les croyants, aucune preuve n'est nécessaire. Mais là, c'est pareil. Pour les hommes politiques et les médias, aucune preuve scientifique n'est suffisante.
Ils ne bougeront qu'à l'émotion. Ils ne bougeront qu'à la pression des gens sur eux. Et la pression des gens sur eux, par exemple, au Canada, récemment, ils ont autorisé l'utilisation, je crois que c'est de la psilocybine, pour des gens en fin de vie avec justement un syndrome anxio-dépressif, des douleurs importantes. Parce qu'il y avait des gens qui s'étaient regroupés, des gens qui souffraient de ça, des gens qui témoignaient, des gens qui interpellaient directement les hommes politiques avec leurs souffrances. Et là, ils ont des autorisations, des protocoles compassionnels, c'est-à-dire le droit d'utiliser les substances parce que rien ne marchait et que là, dans ces circonstances-là, en fin de vie, etc., on ne peut pas leur reprocher de devenir drogués. D'ailleurs, ils ne seraient pas devenus puisqu'il n'y a pas de dépendance psychique. Bref. Euh, donc, c'est vraiment, il faut toucher à l'émotion des citoyens et des hommes politiques pour que ça bouge. Si tu leur dis, regardez, c'est bien les études, oui, oui, d'accord, ouais, mais ouais, non, mais oh, vous dites ça, mais on sait jamais, on verra, puis c'est peut-être dangereux, puis on sait pas. D'ailleurs, on peut leur montrer à un aveugle, ça sert à rien de lui montrer, enfin, excusez-moi pour les aveugles, je devrais pas dire à les personnes malvoyantes ou non voyantes, euh, on peut leur montrer des couleurs et des tableaux, ça sert à rien. Alors, on peut leur faire toucher la peinture, c'est autre chose, mais ce que je veux dire, on peut pas, les gens qui sont restés dans la caverne de Platon, qui ne sont pas allés vers la lumière, qui restent à regarder des ombres, quand on revient de la lumière, on peut leur dire, oh, c'était beau, qu'est-ce que c'était incroyablement différent d'ici, on ne n'importe quoi, nous on le voit pas, ça n'existe pas. Donc, les gens, oui, les gens qui en ont fait l'expérience, quand ça a été fait dans de bonnes conditions, mais pas en France, et qui ont vécu, dire, ah ouais, d'accord, oh là là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'avait dit. Moi, quand j'en ai fait l'expérience, dans des pays où c'est autorisé, eh bien, j'ai complètement changé ma vision. Moi, j'avais une vision de médecin qui était, oh là là, c'est grave, ceux qui prennent des psychédéliques, c'est des junkies, mais bon, c'est une déchéance sociale, mais ils vont devenir fous. Mais c'est des malades, c'est des psychopathes, des sociopathes, quoi, qui font ça. Vous voyez? Alors qu'en fait, évidemment, maintenant que je connais, je me dis, ben non, ça n'a rien à voir. On nous a sacrément conditionnés, notamment les politiques, pour nous faire peur de ces substances libératrices de la conscience. Hein, c'est important, ça. C'est comme dans Matrix, hein, les hommes politiques, c'est un peu comme dans Matrix, t'as la pilule rouge, la pilule bleue. Pilule rouge, je sais plus si c'est la rouge. Si tu la prends, tu restes dans le monde de la matrice, donc tu restes dans l'illusion, tu te fais manipuler, on te prend ta conscience, on te prend ton énergie, on se sert de toi comme une vache à traire pour alimenter le circuit de la consommation. Ou bien, si tu prends la pilule bleue, alors là, tu vas avoir l'envers du décor. Et là, c'est autre chose. Ben, les psychédéliques, c'est la pilule bleue, et donc c'est très dangereux pour les politiques. Donc il faut vraiment qu'ils soient acculés par le fait qu'il y ait des citoyens qui disent non, écoutez, là, on sait que c'est efficace, on en a besoin, on souffre, ça suffit. C'est ça que ça a marché maintenant. On peut pas attendre des lobbies de l'industrie agroalimentaire ou de la pharmacie, de Big Pharma. On peut pas attendre des hommes politiques qui sont ligotés par les riches corporations et qui pensent aux prochaines élections et non pas à autre chose, qui pensent pas au bien commun, mais à leur propre bien personnel. La plupart des politiques, je suis désolé de dire ça, vous avez peut-être trouvé que je suis primaire à ce niveau-là, mais quand je vois comment ça se passe à la fin, avec mon âge, bah, j'ai vu des choses qui sont vraiment pas belles. Donc, enfin, voilà. Bon, bref. Donc voilà, non, non, on croit que c'est parce qu'on va parler avec sérieux des psychédéliques et puis qu'on va montrer pas de blanche, regardez, je suis scientifique, j'ai des études, que les hommes politiques vont changer. Non, 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 non. Je trouve que si on les force à changer,